J'étais attachée sur la glace, mourante lentement, pendant que des soldats allemands observèrent de loin comme si j'étais une partie d'une expérience qu'ils avaient déjà vue des dizaines de fois. Le froid ne faisait plus mal, c'était ce qu'il y avait de plus effrayant. Quand le corps cesse de souffrir, c'est qu'il a déjà renoncé à vous. Mes lèvres étaient violettes, ma peau bleutée, mes doigts rigides comme de la pierre. Je savais que ce serait mon dernier jour. Et puis, au milieu de cet enfer blanc et silencieux, un homme s'est approché. Il n'aurait pas dû faire ça. Aucun soldat n'aurait dû faire ce qu'il a fait. Mais il l'a fait. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, à 86 ans, je suis encore vivante pour raconter cette histoire. Je m'appelle Isoria Delacour. J'ai 86 ans. Je vis dans une petite maison du nord de la France, dans la même région où je suis née, où j'ai grandi et d'où j'ai été arrachée en plein hiver 1943. J'ai passé 64 ans à essayer d'oublier ce qui s'est passé dans ce camp. J'ai tenté de vivre comme si cela n'avait jamais existé. Je me suis mariée, j'ai eu des enfants, j'ai vieilli en silence. Mais la vérité, c'est qu'on n'oublie pas le jour où l'on a été choisi pour mourir. On porte ce jour en soi comme une cicatrice que personne ne voit, mais qui ne cesse jamais de brûler. Aujourd'hui, après tant de temps, j'ai accepté de raconter ce que j'ai vécu. Pas par héroïsme, pas pour le pardon, mais parce que certaines histoires doivent survivre, même si elles font mal. J'avais 22 ans quand on m'a emmené. C'était janvier 1943, et l'hiver cette année-là fut l'un des plus cruels que le nord de la France ait jamais connu. La neige recouvrait tout, les routes étaient bloquées, et le froid tranchait la chair comme une lame aiguisée. Je vivais avec ma mère et ma sœur cadette, Céline, dans une petite maison de pierre aux abords de Montreval-sur-Lys, un village rural près de la frontière belge. La guerre avait déjà tout englouti autour de nous. Nos hommes avaient été emmenés dans des camps de travail ou tués au front. Notre nourriture était rationnée jusqu'à la limite de la famine. Notre liberté avait disparu le jour où les Allemands ont occupé la région, en mai 1940. Il ne restait que la peur, une peur constante, silencieuse, qui vivait en nous comme une bête endormie attendant le moment de se réveiller. Ils ont frappé à la porte avant l'aube. 3 soldats de la Wehrmacht, uniformes impeccables, bottes cirées, visages indifférents, comme s'ils accomplissaient une tâche bureaucratique quelconque. Ma mère a tenté de me protéger avec son propre corps, mais elle a été poussée contre le mur avec une brutalité mécanique, sans colère, sans plaisir, juste une efficacité froide. Ma sœur Céline était dans un coin, les yeux écarquillés, tremblante, les mains serrées contre sa poitrine, comme si elle voulait empêcher son cœur d'exploser de terreur. Il n'y a eu aucune accusation, aucun jugement, aucune explication. Juste un geste sec de la main et un ordre court et dur qui résonne encore dans ma tête des décennies plus tard. J'ai simplement été choisie. Comme si mon nom figurait sur une liste aléatoire que quelqu'un avait écrite sans y réfléchir à 2 fois. J'ai été traînée hors de la maison pendant que ma mère hurlait et que Céline pleurait de désespoir. Je n'ai pas eu le temps de leur dire au revoir. Je n'ai pas eu le temps de les embrasser. J'ai seulement vu leur silhouette floue dans la neige pendant que le camion militaire démarrait et m'emmenait loin de tout ce que je connaissais. Si vous écoutez cette histoire maintenant, de n'importe où dans le monde, sachez que ce que je vais raconter n'est pas facile à entendre. Mais c'est réel. Chaque mot que je dis ici s'est produit. Et si cela vous touche d'une manière ou d'une autre, laissez un commentaire. Montrez que cette mémoire compte encore. Qu'elle vit tant que quelqu'un l'écoute. Parce que la vérité a besoin de témoins. Elle en a toujours eu besoin. J'ai été emmenée avec 7 autres femmes de la région, toutes jeunes, entre 18 et 25 ans, toutes terrorisées. Personne ne savait où nous allions, mais nous savions toutes que nous ne reviendrions pas. Nous avons voyagé 2 jours entiers dans un camion militaire couvert d'une bâche épaisse qui bloquait toute lumière. Il faisait si froid que mes doigts sont devenus violets et gonflés. Mon corps tremblait de manière incontrôlable, mais tenter de se réchauffer ne servait à rien. Il n'y avait pas de couverture, pas de nourriture, pas d'eau, seulement le bruit du moteur, les secousses violentes de la route défoncée, et parfois, un sanglot étouffé d'une des autres femmes qui tentait de contenir ses pleurs pour ne pas attirer l'attention des gardes.
Personne ne parlait. Le silence était lourd, suffocant, comme si nous savions toutes que les mots n'avaient d'assez plus de valeur. Quand nous sommes enfin arrivés, j'ai vu les grilles de fer, hautes, noires, silencieuses. Le camp n'avait pas de nom, du moins pas un nom qu'on nous a donné. Il y avait des baraquements en bois pourri, des clôtures de fils barbelés qui s'étendaient à perte de vue, et des tours de guet avec des projecteurs qui balayaient le sol enneigé comme des yeux mécaniques qui ne dormaient jamais. Il y avait aussi une fumée fine s'élevant de cheminées lointaines, une odeur étrange dans l'air que je ne parvenais pas à identifier, mais qui me retournait l'estomac. Plus tard, j'ai découvert que cette odeur était celle de chair brûlée mélangée à des produits chimiques. Plus tard, j'ai compris que beaucoup de ceux qui entraient ici n'en ressortaient jamais. Nous avons été accueillis par une femme allemande au visage dur, vêtue d'un uniforme gris et de bottes noires qui frappait le sol de béton avec une précision militaire terrifiante. Elle nous a regardés avec un mépris absolu, comme si nous étions des insectes, et nous a conduites jusqu'à un baraquement glacial où d'autres femmes étaient déjà entassées, assises sur le sol sale, les yeux vides et les visages marqués par la faim et la fatigue. Les premiers jours, j'ai essayé de comprendre ce qui se passait. J'ai essayé de trouver une logique, une raison, une explication. Mais il n'y en avait pas. Certaines d'entre nous étaient mises au travail dans des usines à l'intérieur même du camp, cousant des uniformes ou assemblant des pièces métalliques dont nous ne savions jamais à quoi elles servaient. D'autres étaient envoyées dans des baraquements séparés, isolés, et ne revenaient jamais. J'ai rapidement compris qu'il y avait une division cruelle entre nous. Certaines femmes étaient maintenues pour travailler jusqu'à l'épuisement. D'autres étaient gardées pour servir d'exemple, d'avertissement, de spectacle silencieux. Nous étions dépouillés de notre dignité avant même nos vêtements. Nos cheveux étaient coupés ras, nos noms remplacés par des numéros et notre humanité effacée avec une efficacité terrifiante. Je suis devenu le numéro 4628. Ce numéro a été tatoué sur mon bras gauche avec une aiguille épaisse et de l'encre noire qui brûlait comme du feu. J'ai regardé ce numéro et j'ai senti qu'Isoria de la Cour était morte là. L'hiver à l'intérieur du camp était encore plus brutal qu'à l'extérieur. Nous n'avions pas de vêtements appropriés, seulement des haillons fins qui couvraient à peine le corps. Nous n'avions pas de chauffage, seulement la chaleur que nous parvenions à générer les unes contre les autres quand nous nous serrions pendant la nuit en essayant de survivre jusqu'au matin. La nourriture était une soupe claire de pommes de terre pourries, servie une fois par jour, parfois avec des morceaux de pain dur qu'il fallait tremper dans de l'eau sale pour pouvoir avaler. Beaucoup de femmes mourraient de froid, de faim, de maladies qui se propagèrent dans les baraquements comme des fléaux invisibles. J'ai vu des femmes mourir à mes côtés pendant la nuit, les yeux ouverts, gelés, sans que personne ne s'en aperçoive jusqu'au matin suivant quand les gardes venaient ramasser les corps comme des ordures. Mais le pire n'était pas le froid. Ce n'était pas la faim. C'était la peur de ce qu'il faisait à certaines d'entre nous. Il y avait des rumeurs chuchotées parmi les prisonnières à propos d'expériences médicales menées dans des baraquements cachés au fond du camp. Des rumeurs sur des tortures déguisées en science. Des rumeurs sur des femmes exposées au froid extrême pour tester combien de temps le corps humain pouvait résister avant d'entrer en collapsus total. Je pensais que ce n'étaient que des histoires inventées par le désespoir, jusqu'au jour où j'ai été choisi. C'était un matin de février. Le ciel était gris, la neige tombait lentement et le froid était si intense qu'il faisait mal de respirer. J'étais dans la cour centrale du camp avec d'autres prisonnières quand une gardienne est venue vers moi, m'a désignée et a dit seulement 2 mots. « Viens avec moi ». Mon cœur s'est arrêté. J'ai regardé autour de moi cherchant de l'aide, mais toutes les autres femmes ont détourné le regard. Elles savaient que quand quelqu'un était choisi ainsi, il revenait rarement. J'ai été emmenée jusqu'à un baraquement isolé, au bord du camp, loin de tout. À l'intérieur, il y avait une table en métal, des instruments médicaux rouillés et 3 hommes vêtus de blouses blanches tachées de sang. Ils m'ont regardé comme si j'étais un objet, quelque chose sans âme, sans voix, sans droit d'exister. Ils m'ont enlevé mes vêtements, ils m'ont attaché et ils m'ont emmené dehors, au milieu de la neige.
On m'a attaché sur la glace avec des cordes épaisses et rugueuses qui me coupèrent la peau. Mes vêtements avaient été arrachés, laissant mon corps exposé au froid mordant de février. Je ne comprenais pas ce qu'il faisait. Je ne comprenais pas pourquoi. Mais je savais que j'allais mourir. Le froid ne faisait pas mal au début. C'était presque étrange. Une sensation de brûlure intense, puis un engourdissement progressif qui montait le long de mes jambes, de mes bras, de mon torse. Ma respiration devenait de plus en plus difficile, comme si mes poumons se remplissaient de glace de l'intérieur. Je ne pouvais plus bouger mes doigts, je ne pouvais plus sentir mes pieds. Mon corps tremblait violemment, par réflexe, essayant désespérément de générer de la chaleur, mais cela ne servait à rien. Le froid gagnait, et eux, ils observaient. Il y avait 4 hommes autour de moi. 3 portaient des blouses blanches et prenaient des notes sur des carnets. Le 4e était un soldat allemand, un simple garde qui se tenait à distance, les mains dans les poches, le visage impassible. Ils parlaient entre eux en allemand, échangeaient des remarques techniques, vérifiaient une montre de temps en temps, comme s'ils chronométraient quelque chose, comme si j'étais une expérience, un test. Un cobaye humain dont la souffrance avait une valeur scientifique. J'essayais de parler, de supplier, mais ma bouche ne répondait plus. Mes lèvres étaient gelées, violettes, rigides. Ma langue était lourde comme du plomb. Tout ce que je pouvais faire, c'était les regarder avec mes yeux qui se fermaient lentement, priant pour que cela se termine vite. Et puis, quelque chose a changé. L'un des hommes en blouse blanche a dit quelque chose que je n'ai pas compris. Et tous sont partis. Tous sauf un. Le soldat. Celui qui était resté en retrait. Il est resté là, immobile, me regardant fixement. Pendant un moment, j'ai cru qu'il allait m'achever, qu'il allait tirer une balle dans ma tête pour abréger mes souffrances. Mais il n'a rien fait. Il est simplement resté là, debout dans la neige, avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. Puis il a regardé autour de lui, 1 fois, 2 fois, comme s'il vérifiait que personne ne le voyait. Et alors, il s'est approché. Il s'appelait Mathis Brandner. Je ne l'ai appris que plus tard. À ce moment-là, il n'était qu'un uniforme allemand, un ennemi, quelqu'un qui aurait dû me laisser mourir. Mais il ne l'a pas fait. Il s'est agenouillé à côté de moi, a sorti un couteau de sa ceinture et a coupé les cordes qui me retenaient. Mes bras sont tombés lourdement sur la neige. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais même pas le remercier. Il a enlevé son manteau militaire, épais et lourd, et l'a posé sur moi avec une douceur que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Puis, il m'a soulevée. J'étais légère comme une plume, vidée de toute substance. Il m'a portée jusqu'à une petite structure abandonnée à l'arrière du camp, un ancien entrepôt en ruine qui servait de décharge. Il m'a déposée sur un tas de vieux sacs en toile, m'a couverte avec son manteau et une bâche trouée, et m'a regardé droit dans les yeux. Je ne sais pas ce qu'il a vu dans mon regard. Peut-être de la peur, peut-être de la gratitude, peut-être juste le reflet d'une humanité qu'il avait oubliée. Il n'a rien dit, pas un mot. Il est simplement reparti, laissant son manteau avec moi. Ce manteau m'a sauvé la vie cette nuit-là. Je suis restée cachée dans cet entrepôt pendant des heures, recroquevillée sous la bâche, tremblant encore, mais vivante. Mon corps commençait lentement à se réchauffer. Mes doigts retrouvaient peu à peu leur mobilité. Ma respiration redevenait régulière. J'avais survécu. Contre toute attente, j'avais survécu. Mais je ne comprenais pas pourquoi. Pourquoi cet homme m'avait-il sauvé ? Qu'est-ce qui l'avait poussé à risquer sa propre vie pour une prisonnière française qu'il ne connaissait même pas ? Ces questions tournèrent dans ma tête comme une obsession. Le lendemain matin, je suis retournée au baraquement principal en essayant de me fondre parmi les autres prisonnières. Personne n'a posé de questions. Personne ne voulait savoir. Dans un camp comme celui-là, poser des questions, c'était attirer l'attention. Et attirer l'attention, c'était mourir. Mais j'étais différente maintenant. Quelque chose en moi avait changé. J'avais vu la mort de près. J'avais senti son souffle glacé sur ma peau. Et j'avais été arrachée à elle par un homme qui n'aurait jamais dû faire ce qu'il avait fait. Je ne savais pas encore que ce n'était que le début. Que Mathis Brandner allait continuer à me protéger en silence, jour après jour, semaine après semaine, au risque de tout perdre.
Les jours suivants ont été étranges. Mathis ne m'a jamais adressé la parole directement. Il ne m'a jamais regardé en face devant les autres. Mais je sentais sa présence. Je sentais qu'il me surveillait. Pas de manière menaçante, mais protectrice. Quand les gardes criaient sur moi, il intervenait discrètement, détournait leur attention, inventait une excuse pour m'éloigner. Quand on nous distribuait la maigre ration de nourriture, je recevais parfois un morceau de pain supplémentaire, glissé subrepticement dans ma gamelle. Quand d'autres femmes étaient emmenées vers les baraquements médicaux, ils trouvaient toujours un prétexte pour m'assigner ailleurs. Ils ne me devaient rien. Ils n'avaient aucune raison de faire ça. Mais ils le faisaient quand même. Un soir, alors que je travaillais dans l'un des ateliers de couture du camp, il est entré sous prétexte d'inspecter les lieux. Les autres gardes ne se sont pas méfiés. Mais moi, je savais. Il est passé lentement devant chaque ouvrière, vérifiant le travail avec une rigueur feinte. Quand il est arrivé à ma hauteur, il s'est penché légèrement, comme pour examiner ma couture, et a murmuré quelque chose en français. Sa voix était basse, presque inaudible. Ne fais confiance à personne. Ne parle à personne. Reste invisible. Ces mots se sont gravés dans mon esprit comme un commandement sacré. J'ai compris qu'il me donnait les clés de ma survie. Rester invisible. Ne pas exister. Disparaître dans la masse grise des prisonnières jusqu'à ce que cette guerre infernale se termine. Mais pourquoi faisait-il ça? Cette question me hantait. Un soir, alors que j'étais allongé sur la planche de bois pourri qui me servait de lit, une vieille femme française nommée Marguerite, qui dormait à côté de moi, m'a chuchoté quelque chose. Elle avait remarqué. Elle avait vu les petits gestes, les protections discrètes, les interventions inexplicables. Elle m'a dit que Mathis Brandner n'était pas comme les autres soldats, qu'il avait une sœur en Allemagne, morte en couche quelques années plus tôt, qu'il portait toujours une photo d'elle dans la poche intérieure de son uniforme, qu'il avait été envoyé sur le front et avait vu des horreurs indescriptibles et était revenu changer. Marguerite pensait qu'en me sauvant, il essayait de sauver quelque chose en lui-même, quelque chose qu'il avait perdu dans cette guerre. Je ne sais pas si c'était vrai, je ne le saurai jamais, mais cela m'a aidé à comprendre que même dans l'enfer, il reste parfois une étincelle d'humanité, une lueur fragile, presque invisible mais réelle. Les semaines se sont transformées en mois. L'hiver a cédé la place à un printemps froid et humide. Le camp était toujours aussi brutal, toujours aussi mortel, mais j'étais toujours vivante. Et c'était grâce à lui. Mathis continuait à me protéger sans jamais rien demander en retour, sans jamais s'approcher trop près, sans jamais franchir une ligne invisible qui aurait pu nous condamner tous les deux. Il y avait entre nous une compréhension silencieuse, une alliance muette tissée par la nécessité et la peur. Nous n'étions pas amis, nous n'étions pas amants. Nous étions deux êtres humains pris au piège d'une machine de mort qui broyait tout sur son passage, et qui avions décidé, chacun à notre manière, de résister. Un jour, en avril 1943, les rumeurs ont commencé à circuler. Les Alliés avançaient. Les Soviétiques repoussaient les Allemands sur le front Est. La guerre commençait à tourner. Les gardes du camp devenaient nerveux, plus violents, plus imprévisibles. Ils savaient que leur temps était compté. Et quand des hommes savent qu'ils vont perdre, ils deviennent dangereux. Les exécutions ont augmenté. Les punitions collectives sont devenues quotidiennes. Le camp est devenu un piège mortel où chaque jour pouvait être le dernier. C'est à ce moment-là que Mathis a pris le plus grand risque de sa vie. Un soir, alors que nous étions rassemblés dans le patio central pour l'appel, un officier SS a commencé à sélectionner des prisonnières au hasard pour une nouvelle série d'expériences médicales. J'étais parmi elles. Mon numéro a été appelé. 4728. Mon cœur s'est arrêté. J'ai avancé lentement, les jambes tremblantes, sachant que cette fois, il n'y aurait pas de retour. Mais alors que je m'approchais de la ligne des condamnés, Mathis est intervenu. Il a parlé rapidement à l'officier, montrant des documents, pointant vers une autre prisonnière, inventant une excuse bureaucratique quelconque. L'officier a hésité, a grogné, puis a accepté. Une autre femme a été choisie à ma place. Je l'ai vue partir. Je l'ai vue disparaître dans le baraquement médical. Je ne l'ai jamais revue. Cette nuit-là,
Je n'ai pas pu dormir. La culpabilité me rongeait de l'intérieur. Une femme était morte à ma place, une femme dont je ne connaissais même pas le nom. Et moi, j'étais vivante, grâce à un soldat allemand qui trahissait son propre camp pour me sauver. Pourquoi? Pourquoi moi? Ces questions me torturaient. Quelques jours plus tard, j'ai croisé Mathis près des barbelés. Il était seul, fumant une cigarette, le regard perdu dans le vide. J'ai pris mon courage à deux mains et me suis approché. C'était la première fois que je lui parlais directement. « Pourquoi faites-vous ça? Pourquoi me sauvez-vous » Il m'a regardé longuement, avec des yeux fatigués, vieillis par la guerre. Puis il a répondu en français, avec un accent lourd mais compréhensible. « Parce que si je ne sauve pas au moins une personne, alors je ne suis plus humain. » Ces mots m'ont brisé. J'ai compris que Mathis ne me sauvait pas par amour, ni par pitié, ni même par bonté. Il me sauvait pour ne pas perdre son âme, pour ne pas devenir un monstre comme ceux qui l'entouraient. Et dans cette vérité crue et douloureuse, j'ai trouvé quelque chose de profondément humain. Mais le temps nous était compté. En juin 1943, Mathis a été réaffecté. Les ordres sont venus de Berlin. Il devait partir vers le front Est, où les combats devenaient de plus en plus sanglants. Il ne m'a pas dit au revoir. Il n'a rien dit. Un matin, il n'était simplement plus là. J'ai senti un vide immense m'envahir. Sans lui, je savais que ma survie était à nouveau incertaine. J'étais redevenu invisible, mais cette fois sans gardien. Les mois suivants ont été les plus durs. Sans la protection discrète de Mathis, j'ai dû compter uniquement sur moi-même. J'ai appris à voler de la nourriture. J'ai appris à éviter les regards. J'ai appris à disparaître. Beaucoup de femmes autour de moi sont mortes, certaines de froid, d'autres de maladie. D'autres encore ont été exécutées pour des infractions ridicules. Mais moi, j'ai tenu, parce que quelque chose en moi refusait d'abandonner. Peut-être était-ce la leçon que Mathis m'avait enseignée sans le savoir. Survivre, c'était résister. En août 1944, les Alliés ont débarqué en Normandie. Les nouvelles circulaient en secret dans le camp. L'espoir renaissait. Mais avec l'espoir venait aussi la terreur. Les nazis savaient qu'ils allaient perdre, et ils ne voulaient laisser aucun témoin. Les déportations vers l'Est ont commencé. Des milliers de prisonniers ont été envoyés vers des camps d'extermination comme Auschwitz et Treblinka. J'ai cru que mon tour était venu. Mais une fois encore, le destin en a décidé autrement. En janvier 1945, alors que l'hiver mordait à nouveau avec férocité, les soldats soviétiques ont commencé à approcher. On entendait les canons au loin. Le sol tremblait. Les gardes allemands paniquaient. Certains ont fui. D'autres ont commencé à brûler des documents, à détruire des preuves. Le camp était en plein chaos. Et puis, un matin, les portes se sont ouvertes. Pas par libération, mais par abandon. Les Allemands étaient partis pendant la nuit. Nous étions seuls. Des centaines de femmes squelettiques, affamées, à moitié mortes, debout dans la neige, ne sachant pas quoi faire. Certaines ont couru. D'autres sont restées, trop faibles pour bouger. Moi, j'ai marché. J'ai marché pendant des jours, sans savoir où j'allais, me nourrissant de neige et de racines, dormant dans des granges abandonnées. J'ai marché jusqu'à ce que je sois recueilli par des soldats américains qui avançaient vers l'Allemagne. Ils m'ont donné à manger, ils m'ont soigné, ils m'ont demandé mon nom, Issoria de la Cour. Ils m'ont dit que j'étais libre, mais je ne me sentais pas libre. J'étais vide, creuse, comme si une partie de moi était restée dans ce camp, gelée pour toujours sur cette glace où j'aurais dû mourir. Je suis rentrée en France en mars 1945. Ma mère était morte. Ma sœur Céline avait survécu, mais elle ne m'a pas reconnue. J'étais devenue une étrangère, une ombre. Je me suis mariée quelques années plus tard avec un homme bon qui ne m'a jamais posé de questions sur ce qui s'était passé. J'ai eu 2 enfants. J'ai vécu une vie normale. Mais chaque nuit, je rêvais du froid. Chaque nuit, je sentais encore les cordes sur mes poignets. Je n'ai jamais revu Mathis Brandner. J'ai cherché une fois, après la guerre. J'ai consulté des registres, des archives. Rien. Peut-être est-il mort sur le front Est. Peut-être a-t-il été capturé par les Soviétiques. Peut-être a-t-il survécu et a choisi d'oublier. Je ne saurai jamais. Et d'une certaine manière,
c'est mieux ainsi. Parce que notre histoire n'était pas une histoire d'amour, c'était une histoire de survie. Et la survie n'a pas besoin de fin heureuse, elle a juste besoin d'exister. En 2007, j'ai accepté de témoigner pour un projet de mémoire sur les camps de concentration. C'était la première fois que je racontais cette histoire à voix haute. C'était douloureux, libérateur, nécessaire. 4 ans plus tard, en 2011, je suis partie. Mais avant de partir, j'ai laissé cette histoire. Pour que personne n'oublie. Pour que personne ne pense que la guerre est propre, héroïque ou juste. Pour que tout le monde sache que dans l'enfer, il y a parfois des hommes qui choisissent de rester humains, même quand cela leur coûte tout. Aujourd'hui, ma voix est enregistrée. Mon visage est filmé. Mes mots sont conservés dans des archives que les générations futures pourront consulter. Mais ce que je veux laisser derrière moi, ce n'est pas seulement un témoignage historique. C'est une question. Une question qui me hante depuis 64 ans et qui continuera à hanter ceux qui écoutent cette histoire. Qu'est-ce qui fait qu'un homme choisit de sauver une vie quand le monde entier lui ordonne de la détruire? Qu'est-ce qui fait qu'un soldat ennemi devient un sauveur? Qu'est-ce qui reste de l'humanité quand tout le reste a été arraché? Je n'ai pas de réponse. Mathis Brandner non plus, probablement. Mais c'est cette absence de réponse qui rend cette histoire importante. Parce qu'elle nous rappelle que le bien et le mal ne sont pas toujours clairement définis. Que l'ennemi peut avoir un visage humain. Que la guerre transforme tout le monde. Mais que certains choisissent de résister à cette transformation, même au péril de leur vie. Je ne sais pas si Mathis était un héros. Je ne sais pas s'il mérite d'être pardonné pour avoir porté cet uniforme. Mais je sais qu'il m'a sauvé. Et pour cela, je lui serai éternellement reconnaissante. Quand je repense à cette nuit sur la glace, je me demande souvent ce qui se serait passé si Mathis n'était pas intervenu. Je serais morte, gelée, oubliée. Un numéro parmi des millions. Personne n'aurait pleuré ma mort, personne n'aurait raconté mon histoire, mais il est intervenu. Et grâce à lui, je suis ici aujourd'hui, à 86 ans, assise devant une caméra, racontant ce qui s'est passé. Ma voix tremble, mes mains tremblent, mais je suis vivante, et tant que je suis vivante, cette histoire existe. Après la guerre, j'ai essayé de vivre normalement. J'ai essayé d'oublier, mais on n'oublie jamais vraiment. Le traumatisme reste, enfoui, comme une bombe silencieuse qui explose parfois sans prévenir. Un bruit soudain, une odeur de fumée, le froid de l'hiver. Et soudain, je suis de nouveau là-bas, attachée sur la glace, regardant les soldats m'observer comme un animal de laboratoire. Mes enfants ne savent presque rien de ce qui s'est passé. Je ne leur ai jamais raconté. Comment expliquer à ses propres enfants qu'on a survécu à l'enfer? Comment leur dire qu'on a été réduit à un numéro, à une chose, à un objet d'expérimentation? Comment leur faire comprendre que leur mère, cette femme douce qui leur préparait des repas et leur chantait des berceuses, a été attachée nue sur la glace et laissée mourir lentement? Je ne pouvais pas. Alors j'ai gardé le silence, pendant des décennies. Mais le silence a un prix. Il ronge de l'intérieur. Il crée des fantômes qui ne partent jamais. Alors aujourd'hui, je parle. Je parle pour toutes celles qui ne peuvent plus parler. Je parle pour les femmes qui sont mortes dans ce camp, dont les noms ont été effacés, dont les corps ont été brûlés, dont les histoires n'ont jamais été racontées. Je parle pour Marguerite, qui m'a chuchoté des mots d'espoir dans l'obscurité et qui est morte d'une pneumonie 3 jours avant la libération. Je parle pour cette femme dont je ne connaissais pas le nom, qui a été choisie à ma place et qui n'est jamais revenue. Je parle pour toutes celles qui n'ont pas eu la chance d'avoir un Mathis Brandner dans leur vie. Et je parle aussi pour lui, pour cet homme qui a risqué tout ce qu'il avait pour sauver une étrangère. Cet homme que je n'ai jamais embrassé, avec qui je n'ai jamais échangé plus de quelques mots, mais qui m'a offert le plus grand cadeau qu'un être humain puisse offrir à un autre. La vie. Je ne sais pas s'il a survécu à la guerre. Je ne sais pas s'il a fondé une famille. Je ne sais pas s'il a vécu heureux ou s'il a été hanté par ses souvenirs comme je l'ai été par les miens. Mais je sais qu'il mérite d'être remembered. Pas comme un soldat allemand, pas comme un nazi, mais comme un homme qui a choisi l'humanité,
quand le monde choisissait la barbarie. Il y a quelques années, un historien m'a contacté. Il faisait des recherches sur les camps de concentration en France, occupés, et était tombé sur des archives mentionnant le camp où j'avais été détenu. Il voulait savoir si je pouvais confirmer certains détails. J'ai accepté. Nous avons parlé pendant des heures. Il m'a montré des documents, des photos, des témoignages d'autres survivantes. Et parmi ces documents, il y avait une liste de soldats allemands affectés à ce camp. J'ai parcouru la liste, et j'ai vu son nom, Mathis Brandner. À côté de son nom, il y avait une annotation. Disparu sur le front Est, janvier 1944. Présumé mort. Quand j'ai lu ces mots, j'ai pleuré. Pour la première fois en décennies, j'ai pleuré. Pas de tristesse, pas de joie, mais de soulagement. Parce que je savais enfin. Je savais qu'il n'avait pas fui, qu'il n'avait pas renié ce qu'il avait fait, qu'il était resté jusqu'au bout, l'homme qu'il avait choisi d'être. Et d'une certaine manière, cela m'a apaisé. Parce que notre histoire, aussi brève et fragmentée soit-elle, avait un sens. Elle avait une vérité. Elle avait une fin. Mais cette fin n'est pas la fin de tout. Parce que cette histoire continue de vivre. Elle vit dans chaque personne qui l'entend. Elle vit dans chaque cœur qu'elle touche. Elle vit dans chaque question qu'elle soulève. Et tant qu'il y aura quelqu'un pour l'écouter, elle ne mourra jamais. C'est pour cela que j'ai accepté de témoigner. Pas pour moi, mais pour la mémoire, pour l'histoire, pour que personne n'oublie ce qui s'est passé dans ces camps. Pour que personne ne pense que cela ne peut plus arriver, parce que cela peut arriver. Cela arrive encore. Partout dans le monde, des êtres humains sont réduits à des numéros, à des objets, à des choses. Partout dans le monde, des gens choisissent la cruauté. Mais partout dans le monde, il y a aussi des Mathis Brandner, des gens qui choisissent l'humanité. Et c'est à eux que cette histoire est dédiée. Alors voilà. C'est mon histoire. L'histoire d'une jeune femme française qui a été arrachée à sa vie, jetée dans un camp de concentration, torturée, humiliée et laissée mourir sur la glace. Mais qui a survécu? Grâce à un soldat allemand qui n'aurait jamais dû faire ce qu'il a fait. Grâce à un homme qui a choisi de voir en moi un être humain quand tous les autres ne voyaient qu'un numéro. Cette histoire est lourde. Elle est douloureuse. Elle est inconfortable. Mais elle est vraie. Et la vérité, aussi dure soit-elle, mérite toujours d'être racontée. Je suis Issoria Delacour. J'ai 86 ans. Et je voulais que vous sachiez tous. Parce que tant que quelqu'un se souvient, nous ne sommes jamais vraiment morts. Cette histoire que vous venez d'entendre n'est pas un scénario de film. Ce n'est pas une fiction inventée pour vous émouvoir. C'est la vérité brute d'une femme qui a survécu à l'enfer, d'un soldat qui a risqué sa vie pour préserver une étincelle d'humanité dans un monde devenu barbare, et de millions d'autres âmes qui n'ont jamais eu la chance de raconter leur histoire. Issoria Delacour a porté ce poids pendant 64 ans avant d'accepter de témoigner. Elle l'a fait non pas pour elle-même, mais pour que la mémoire survive. Pour que vous, qui écoutez cela aujourd'hui, vous souveniez que l'horreur n'est jamais aussi loin qu'on le pense, mais aussi que l'humanité peut résister même dans les endroits les plus sombres. Prenez un instant maintenant, fermez les yeux, et pensez à ce que vous ressentiriez si c'était votre histoire. Si c'était votre mère, votre sœur, votre fille qui avait été arrachée à sa maison et réduite à un numéro. Laissez cette histoire vous toucher. Laissez-la vous transformer. Si ce témoignage vous a bouleversé, si vous pensez qu'il mérite d'être entendu par d'autres, alors n'hésitez pas à soutenir cette chaîne en vous abonnant et en activant la cloche de notification. Chaque abonnement, chaque partage, chaque commentaire permet de préserver ces mémoires vivantes et de les transmettre aux générations futures qui doivent absolument savoir ce qui s'est passé. Écrivez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo, ce que cette histoire a éveillé en vous, quelle réflexion elle a provoqué. Vos mots comptent, votre témoignage compte, car en partageant vos émotions, vous devenez vous aussi un gardien de cette mémoire collective. Et c'est exactement ce dont le monde a besoin aujourd'hui. Des personnes qui refusent d'oublier, qui refusent de rester indifférentes, qui choisissent de porter ces histoires avec respect et dignité. Issoria est partie en 2011, mais son histoire vit encore.
Elle vit dans chaque personne qui l'entend, dans chaque cœur qu'elle touche, dans chaque silence qu'elle provoque après la fin de cette vidéo. Alors posez-vous cette question aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'un être humain choisit de sauver une vie quand tout le monde lui ordonne de la détruire? Qu'est-ce qui reste de nous quand tout a été arraché? La réponse n'est pas simple, mais elle se trouve peut-être dans votre capacité à vous souvenir, à transmettre, à refuser que ces vies soient oubliées. Likez cette vidéo si elle vous a marqué. Partagez-la avec ceux qui doivent l'entendre. Et surtout, ne laissez jamais le silence étouffer la vérité. Parce que tant que quelqu'un se souvient, ils ne sont jamais vraiment morts. Et c'est à vous, maintenant, que revient cette responsabilité sacrée.